Bonjour à tous et bienvenue dans Chroniques d'en haut. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans le département du Vaucluse, au pied de celui qu'on appelle le géant de Provence. Le Mont Ventoux est une véritable muse pour les cyclistes, pour les randonneurs, mais aussi pour les poètes et les écrivains. Une montagne qui est chevillée au cœur de ceux qui vivent sur ses flancs. Chroniques d'en haut, c'est parti. On le surnomme le géant de Provence. Dominant la vallée du Rhône, il est l'un des symboles du Sud. Le mont Ventoux dans le Vaucluse est une montagne étonnante, qui serait même pour certains totalement mystique. C'est le cas de Pierre, pour qui le Ventoux est synonyme de résilience. Le Ventoux, combien de fois? 32. Ah quand même. Ouais. Nathalie a installé une librairie pas comme les autres, en pleine forêt. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi, culture et nature, c'est la nourriture pas pour s'enrichir, mais pour enrichir sa vie. Mélanie va nous emmener sur le chemin des légendes qui ont façonné la réputation de cette montagne. On a plein de légendes autour d'un trésor qui serait enterré, avec en fait ici c'est la tombe d'un géant, et dessous il y a son butin, il y a un trésor à trouver. Martin va nous raconter l'histoire folle du reboisement de ce mont qui fut entièrement chauve au 19e siècle. C'est un travail de titan qui s'est réalisé sur pratiquement 50 ans. Mais pour commencer, Laurent a rendez-vous avec Gérard, un enfant du pays ancien vigneron, totalement épris de ce sommet. Quand même Gérard, c'est une montagne incroyable. Elle est exceptionnelle, elle ne ressemble absolument à aucune autre. C'est pour ça qu'elle fascine autant. C'est plus qu'une fascination pour nous, c'est notre lieu mythique. On est né avec, on nous a inculqué que cette montagne nous appartenait. Mon instituteur, quand j'avais 11 ou 12 ans, il nous a pris à partie, il nous a dit « Allez, je vous emmène au sommet du Ventoux ». On était tous partants et on s'est retrouvés là-haut, magique. Et là, forcément, cet institut il nous a donné des valeurs. Pour nous, on avait fait l'ascension du siècle, quoi. C'était fabuleux. Quand on arrive par bateau sur les Saintes-Maries-de-la-Mer ou sur le Gros-du-Roi, la première chose que l'on voit, c'est le Ventoux. Il faut revoir l'étymologie. Ventoux, Ventori, c'est la montagne qu'on voit de loin. Oui. Alors que tout le monde pense que c'est la montagne exposée à tous les vents. C'est ça là. Ce qui compte surtout, Gérard, dans le cœur des gens de cette région, c'est de le garder un peu tel qu'il est. Comme un totem. Quand il faut y aller, que ce soit à pied, à vélo, ça grimpe. Hein. C'est ça. Tous les gîtes au village, maintenant, tout ce qui se loue, ce sont des passionnés du vélo. Le Tour de France, il est arrivé un peu tard. Il est arrivé qu'en 1951. Et aujourd'hui, tout le monde pleure parce qu'il y a trop de vélos. Comme quoi. Alors, il y a eu le vélo, mais pas seulement. Hein. L'automobile, à la grande époque de l'automobile. Les plus belles courses qu'on ait vues, c'était les années 60. Il y avait Porsche, Ferrari, BMW, Abarth, tout le monde était là. Il y avait 50 000 personnes qui assistaient aux courses du Ventoux. C'était de suite après les 24 heures du Mans. Moi, minot, je quittais l'école le vendredi. Ah ouais, non mais l'institut le savait. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait les enfants au bord de la route parce qu'il savait qu'on ne faisait rien en classe. C'était monté à 120 de moyenne quand même. Ils étaient fous, c'était fou. Ah ouais, 120 de moyenne. De Bedouin au sommet. C'est une montagne qui rend fou. On le dit, ouais, mais je crois que c'est bien qu'on soit un peu fou, parce que pour la défendre, il faut qu'on le soit. Ouais. Le Ventoux, la montagne aux 1000 visages. La face nord est un autre monde, plus abrupte, plus sauvage, infranchissable. Une montagne qui change d'aspect au gré de ses versants, mais aussi au fil du temps. Le visage qu'on voit du Ventoux aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'il pouvait avoir il y a quelques siècles. Non, donc il faut imaginer une montagne pelée, quasiment pelée. Ça a été principalement dû à une surexploitation de ce milieu, qu'elle soit liée à l'exploitation du bois, mais aussi au pastoralisme, des troupeaux qui faisaient vivre les familles assez pauvres de ces secteurs-là.
Et donc tout ça a entraîné un déboisement qui était problématique dans les vallées en dessous par rapport aux crues que ça pouvait engendrer. Donc Voilà. on s'est dit, ça c'est Napoléon III qui s'est dit, on va lancer ce qu'on appelle la restauration des terrains de montagne pour justement reboiser les zones qui avaient Exactement. été défrichées. En fait, ces lois de Napoléon, elles ont d'abord défini un périmètre dans lequel il y avait ces problématiques-là. Et sur ce périmètre, on a créé des règles pour reboiser cette montagne. La superficie globale du massif forestier du Ventoux, c'est quoi? Alors le massif, au niveau global, c'est à peu près 17 000 hectares, une vingtaine de milliers d'hectares. Et ce qui a été concerné par le reboisement, on peut dire que c'est presque 7 000, 8 000, 10 000 hectares quasiment qui ont été reboisés à l'époque. Donc c'est un travail de titan. Donc c'est un travail de titan qui s'est réalisé sur pratiquement 50 ans. Voilà. Et si tu veux, c'est vrai que ça a été un laboratoire à ciel ouvert de techniques. Les forestiers ont amené des graines, ont amené des plants, ont créé des pépinières qu'on a pu appeler volantes. Donc elles se déplaçaient au gré des chantiers. Et ce reboisement, il a duré des années 1860 pour le début des reboisements sur la commune de Bédouin, 1861, jusqu'à ce qu'on a dans nos archives, la guerre de 14, pour une partie de ce versant nord. Et en fait, c'est un effort national qui a contribué à restaurer cette montagne, puisque les graines que l'on trouve ici, elles peuvent venir d'Autriche, d'Allemagne, elles viennent du centre de la France. Et puis pour le côté emblématique de la cédrée de Bédouin, versant sud du Ventoux, tu as ces graines qui viennent de l'Atlas marocain et d'Algérie aussi. Et donc ces graines-là, elles ont permis de reconstituer toutes les forêts que tu as devant toi. C'était que des locaux qui sont venus travailler comme journaliers pour les eaux et forêts pour pouvoir mettre en œuvre ces reboisements. Il y a eu des tensions à l'époque entre les forestiers et les habitants locaux, puisque les forestiers ils ont dit nous on reboise, mais par contre c'est fini les troupeaux à l'intérieur des forêts. Malgré tout, sur le pavillon de Roland où on a affiché ces 1000 noms, il y a cette historique où les gens quand même ont cette fierté d'avoir participé au reboisement de leur propre montagne. Et maintenant finalement c'est ce qui reste. Plus que les antagonismes, c'est la fierté d'avoir pu participer à ce travail gigantesque et à ce retour de la nature. Cette forêt diversifiée, elle est peut-être plus résiliente par rapport aux changements qu'on connaît, c'est-à-dire l'augmentation de la sécheresse et des températures. Et oui et non, effectivement, le fait qu'elle soit diversifiée, il y a une sorte de résilience. Déjà, il y a une richesse dans la diversité. Malgré tout, aujourd'hui, à l'heure du changement climatique, on voit bien les effets de ce réchauffement. Nous, notre travail de forestier, c'est de trouver des solutions et de faire un peu comme les anciens. Là, on a testé sur le versant nord du Ventoux de planter le cèdre, qui n'était pas présent sur le versant nord, mais aussi des sapins méditerranéens pour tester, et des pins aussi, d'autres espèces. Notre objectif, c'est quand même que ces peuplements-là, ils se régénèrent de façon naturelle. Et sur tout ce versant nord, tu es tout seul. Je suis le seul forestier, oui. Ça fait du travail, non? Ouais, ça fait une surface assez intéressante. Ça fait de quoi pas s'ennuyer. Au pied du versant nord du Mont Ventoux coule une rivière, le Toulourenc, et c'est une région peu urbanisée, très sauvage, au cœur de ce massif forestier. Et c'est ici qu'est née Nathalie. Alors Nathalie, elle a été professeure d'anglais, elle a pas mal bourlingué dans différentes académies, mais un jour elle a tout plaqué pour revenir là où elle est née. Son objectif, c'était de trouver une vie plus sereine, tranquille, au cœur de sa passion, la nature, les livres et l'édition. Alors pour ce qui est de la tranquillité, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais pour le reste, c'est une belle histoire. Nathalie, pourquoi tu sais à quel point cet endroit-là te correspond? Parce que pour moi, c'est le vrai luxe du silence et beaucoup d'espace. Alors on dit silence quand même, mais quand on regarde autour, si tu veux, depuis que je suis là, j'ai croisé pas mal de gens. Donc la solitude, c'est pas vraiment l'endroit rêvé pour ça. Hein. Pourtant, c'est ce que tu voulais à l'origine. Exactement, mais on va dire que le projet initial a été bien perturbé. En fait, moi, je pensais vraiment venir là pour être éditrice. J'avais une petite maison d'édition depuis 20 ans déjà.
Et puis le lieu me semblait approprié, il était abandonné. Et en fait, il y a eu le confinement où quelques 14 jeunes gens venaient ici et on a fait connaissance et on a créé ensemble cette association. Ici, c'était un lieu qui me plaisait beaucoup parce que c'est la maison forestière, donc elle appartenait aux gardes forestiers. Et en fait, du parking à ici, il y a 41 espèces d'arbres et ça, c'est extrêmement rare. Ça, c'est le décor. Voilà. Et ce que tu as fait à l'intérieur de cette maison est assez étrange parce qu'on Oui. y trouve une librairie, encore Oui. une fois, en pleine campagne, sous une montagne. Voilà. On se dit, mais à qui tu vends? Pourquoi tu as fait ça? Ben, je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi, culture et nature, c'est la nourriture pas pour s'enrichir, mais pour enrichir sa vie. J'ai appris qu'en fait, il y avait un site d'escalade mondialement connu, hein, juste en face. Oui, la baleine. Puis il est réputé ni pour les débutants, ni pour les intermédiaires. C'est Ouais. que des hauts niveaux ici. C'est des gens dont c'est la passion. Ils sont autonomes et ils travaillent là, puisqu'ils travaillent la plupart du temps en télétravail, dans leur van. Et après, ils sortent de leur camion, ils sont ici. Et il reste longtemps alors. Et oui, des fois, ils restent 3, 4, 5 mois. Ce sont des oiseaux migrateurs. Après 29 degrés, ils disparaissent. Et toi, tu t'es dit, je vais être tranquille, mais pas du tout. Parce qu'en fait, ils viennent chez toi pour chercher de l'eau, pour réparer leur vélo. Pour parler, Il y a un petit restaurant aussi où tu Ouais, fais des ouais. plats pour végétariens. manger, Voilà. pour danser aussi. Comme s'ils venaient en maison de vacances un petit peu quelque part. Ils savent qu'ils vont être accueillis, attendus et qu'on va passer de bons moments. Ouais, mais c'est pas l'esprit camping de la côte. Pas du tout. C'est absolument pas un camping ici. Ça, ils le savent. Dès qu'ils arrivent, on leur dit ceci n'est pas un camping. Ils deviennent membres. Mhm. Donc ils vont participer à un projet. Et ce projet, c'est de mettre en valeur cet endroit en le préservant et en lui donnant toute l'émotion qu'il faut pour qu'on ait envie de le respecter. On est plus de 650 adhérents maintenant. Ah oui. Donc ça fait une grosse famille, oui. Et cette émotion, on la retrouve dans les livres que tu édites, Oui. qui sont consacrés au Ventoux, cette montagne Ah oui. fétiche que tu aimes tant. Ben oui, très vite, lorsque j'étais enfant, je baladais et puis je me disais, il n'y a aucun livre sur cette montagne, il n'y en a aucun, il n'y en avait aucun d'ailleurs à l'époque. Et je me suis dit, je vais peut-être faire quelque chose. Et depuis, j'en ai fait 60. Hein. Alors voilà, je t'ai fait une petite sélection. Il y a toutes les fleurs du sommet, parce que le sommet, même s'il n'y a pas d'arbres, il y a beaucoup de fleurs. Les 65 espèces d'orchidées qui poussent sur le Ventoux. Tous les gens, depuis 7 siècles, qui ont regardé le Ventoux et qui ont écrit dessus. Et ça, c'est mon petit texte préféré. Ça fait 4 fois que je l'édite. C'est l'ascension du Mont Ventoux de Pétrarque. Ouais. Donc voilà, il y a 7 siècles déjà, Pétrarque, à l'époque où les gens ne marchaient pas, lui, il décide de grimper plus près des dieux, parce qu'on ne marche pas pour marcher, à l'époque on marche pour aller plus près de Dieu. Et donc voilà, il fait ce petit texte magnifique d'une dizaine de pages, qui est encore tellement d'actualité, puisqu'en fait il va près des dieux, mais le message c'est regarde au fond de ton cœur et tu auras la réponse. Ouais. Et puis le fait de grimper, de monter, de marcher, Oui. oblige à réfléchir sur soi-même, Oui, et puis ça oblige aussi à souffrir un peu des cuisses, des mollets. à mériter Voilà. le sommet, quoi, et la vue qu'on a du Et sommet. de se dire que... Alors il dit une très belle phrase, il dit « Vouloir est peu, pour triompher, il faut désirer ardemment ». Est-ce que tu as un livre sur les légendes du Ventoux? Oui, je ne l'ai pas sorti là, mais j'ai un petit livre sur quelques légendes du Ventoux. Oui. On va aller rencontrer Mélanie à Brandt qui va nous les raconter, Ah oui. parce qu'une montagne mythique comme ça peut pas ne pas avoir de légende. Il y en a quelques-unes, elle sera très bien pour les raconter parce que je connais bien Mélanie, j'ai fait des livres avec elle aussi. Ce que j'aime dans cette vue, c'est qu'on est tout de suite dedans et moi j'imagine bien les paysans qui avaient exactement la même vue que ce qu'on a aujourd'hui. On voit absolument pas la tour de l'observatoire, donc c'est le paysage pur tel qu'il a jamais dû changer depuis des siècles en fait. Une montagne Sortie aussi de terre. fascinante qui est visible de partout doit forcément avoir son lot de légendes, d'histoires.
on ne peut pas rester indifférent hein, quand on est en Provence face à ce géant. Selon de quel côté on le regarde, il a un profil différent. Et par exemple, plutôt côté nord, comme on est ici, on a dit que c'était un volcan éteint. Et que donc, du coup, il y avait des espèces de cheminées, des grottes, des avennes. Et qui dit grotte et avenne dit trésor. Et on a plein de légendes autour d'un trésor qui serait enterré. Avec, en fait, ici, c'est la tombe d'un géant. Et dessous, il y a son butin, il y a un trésor à trouver. Et qu'on n'a pas trouvé. Ah, parce qu'il y a une gardienne. Eh oui, il y a la chèvre d'or. On a la légende de la chèvre d'or ici dans le Ventoux. Ouais, c'est une petite chèvre qui garde comme ça les grottes. Et quand on veut s'en approcher, ben, soit elle fait exprès, elle est facétieuse, elle vous en éloigne pour vous faire comprendre que le trésor il n'est pas là. Ou alors, ben, il y a des escaliers, il y a notamment le portail Saint-Jean qui s'ouvre une fois par an pour le 24 décembre au soir. Et là, il y a une espèce de grand rideau de rochers qui s'ouvre. Il y a un escalier, vous pouvez descendre. Il y a un butin. Vous pouvez vous emparer du butin, mais il faut ressortir avant le 12e coup de minuit, sinon vous êtes coincé pour une année. Voilà. Donc, oui, ça, alors... il faut choisir. Il faut choisir. Je vous sors ma petite chèvre d'or. Elle existe même en santon. Ah oui. Et pourquoi Ah oui, c'est les cornes. Eh oui. Et il n'y a pas un gramme d'or, hein, en fait. Ah ben, comment vous le savez Qu'est-ce que ça raconte finalement ces légendes sur cette montagne? On va dire, on vivait de cette montagne, les gens ne pouvaient pas forcément expliquer non plus ce que c'était que ces massifs, ces grottes, ces avennes, et c'est une façon aussi de s'en faire une histoire propre. De se rassurer aussi ou au contraire de se faire peur? Ah, aussi, parce qu'il y avait aussi une façon de dire ne sors pas le soir parce que tu vas peut-être croiser la chèvre maudite. Mais en même temps, on la cherche parce que ça fait rêver aussi. Ouais. Et c'est une façon de se récupérer ce patrimoine et ces légendes. Et puis ce que j'aime avec ça, c'est que c'est de toutes les époques et de tous les pays. Et on peut parler à des enfants et ça leur parle. Ils disent ah ouais, on va aller chercher la chèvre d'or. Et puis les adultes, ils sont à fond aussi. Et quand on a des personnes étrangères, voilà, chaque légende a ce côté intemporel aussi qui est extraordinaire. Il y a le côté poétique aussi de la montagne. Et il faut se laisser prendre par elle et écouter ce qu'elle a à nous raconter comme histoire. Pour connaître toutes ces légendes et toutes ces histoires à propos de cette montagne, il faut que toi-même tu aies un rapport très particulier au Ventoux. On va dire que je suis née au pied du Ventoux et que j'avais lui devant ma fenêtre tous les matins. Ça a été toujours mon point météo, mon point de repère. Et puis moi j'aime aussi le Ventoux par les textes, les archives, qu'est-ce qu'on apprend sur l'histoire de ces villages, comment est le rapport à la montagne, leurs besoins par rapport à ça. Et puis l'histoire, les légendes, parce que j'ai des grands-parents qui parlaient le provençal et pour eux c'est pareil, ça faisait partie de ce folklore-là. Quand je raconte ces histoires, pour moi c'est une façon de me reconnecter avec tous mes ancêtres et puis tous ceux qui ont vécu avec ça. Alors parler du Ventoux sans évoquer le cyclisme, ça serait une ineptie tant cette montagne est mythique aussi pour ce sport. Étape du Tour de France et puis surtout but à atteindre pour la plupart des passionnés de la petite reine. Et d'ailleurs, il y en a deux qui arrivent, Lino et Michel. Salut Lino. Salut. Ça va? Michel? Bonjour. Bon, visiblement, il n'y a pas d'âge pour faire le Ventoux. Hein. Est-ce que je peux te demander ton âge? Ah ben là, ça me fait aujourd'hui 79. Aujourd'hui? Oui. Bon anniversaire. Oui, et quoi de mieux que de fêter son anniversaire sur le Ventoux? Voilà. Et toi, Michel, alors tu l'accompagnes, Lino, régulièrement? J'essaie de le suivre, c'est pas facile. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire le Ventoux? De l'endurance, de l'entraînement, et puis bien gérer son effort, parce que la pente varie et ça monte à plus de 10%. Lino, on a combien? 13%, je crois, non sur les... Il y a des morceaux de 12 à 13%. Ouais, 12-13%. Et ça, à vélo, c'est c'est déjà beaucoup. pas mal. Quel que soit le côté où on l'emprunte, on a l'impression que ça va jamais se finir. Ouais, mais c'est pas un jeu, hein. C'est vraiment du vrai sport. Hein. Oui, même en vélo électrique, parce que c'est la mode maintenant de le monter aussi en électrique. Il y a des accidents ou percute des voitures. Il y a des morts chaque année. Quand on arrive en haut, on a un coup de pompe. Ouais. Et puis quand on redescend, il y a l'endorphine qui nous relaxe. Et du coup, on peut perdre un peu l'esprit quelques instants. Et surtout, on a la pente, donc on a la vitesse qui s'accélère. Et puis ça tourne. Hein. Et ça tourne. Donc on a vite fait de se faire déborder. Et s'il y a du vent, là, ça peut être très dangereux. Et puis il y a une cohabitation avec les voitures, parce que c'est aussi un site touristique extraordinaire qui attire aussi beaucoup de monde, de voitures, de motos, de cars. Rien qu'en vélo, il y a 130 000 ascensions en 6 mois sur le Ventoux. Ouais, donc chacun veut son Ventoux et il y a beaucoup de monde. Mais c'est parce que c'est un mythe. Hein. Oui, c'est un mythe, il y a un côté lunaire.
Il y a eu Tom Simpson aussi, le cycliste anglais qui est décédé en 67. Donc ça draine beaucoup de monde. Nous sommes à 3 km du sommet du Mont Ventoux. Et nous arrivons à la hauteur de Tom Simpson qui titube sur la route, aidé par des spectateurs qui veulent absolument le faire repartir, mais il en est incapable. Il est affalé sur sa machine, incapable d'une réaction, d'un geste. Alors on va l'étendre. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère l'évacuera sur l'hôpital d'Avignon. À 19h, M. Félix Lévitan annonce Tom Simpson, le champion du monde, est mort. Le Ventoux sait se montrer sans pitié, symbole de résilience et de dépassement de soi. Pierre aime se retrouver ici. À la suite d'un accident de moto, sa femme et lui ont perdu une jambe. Le Ventoux leur a permis de se reconstruire. En fait, le principe de ce vélo, c'est quoi alors? C'est comme un vélo normal, sauf qu'il a 2 roues à l'avant, et puis le pédalier qui est tout éloigné devant. Sur un vélo classique, pour avoir plus de puissance, on se met en danseuse. Et là, il n'y a pas de possibilité. L'avantage, on est à ras du sol. Ouais. Comme on a la nuque en appui, on a une vue. Oui, tu vois plus large. Les muscles ne travaillent pas de la même manière. Les premiers kilomètres, ça fait mal. Et puis, petit à petit, on s'habitue, mais gros avantage, on n'a plus jamais mal aux fesses derrière. Alors, tu t'y es mis progressivement, j'imagine. Je me suis mis progressivement. Oui. Mais ça t'a réussi, parce que des cols, des grands cols, le Tourmalet, entre autres dans les Pyrénées, tu les as fait. Pas tous. Une bonne partie. J'ai fait une bonne partie des plus de 2000 des Pyrénées, et puis pas mal ici, donc le Ventoux. Combien de fois? 32. Ah, quand même? Ouais. Fréquemment, ma femme me suit avec la voiture, et dedans, il y a la glacière avec les bidons d'eau fraîche, avec le sandwich, et puis les vêtements de rechange. C'est sa passion aussi, le Ventoux? Elle aime beaucoup la photo, elle. Donc sur le Ventoux, elle est servie. Ah oui, tu m'étonnes. Alors c'est quoi le plaisir quand on arrive au Ventoux? Peut-être en dehors des heures habituelles, pour être plus tranquille? Et le plaisir, c'est toute la montée dans les bois et autres. La nuit, c'est fantastique. La nuit? La nuit, c'est absolument magique. Tu as tous les bruits des bestioles. Alors, quelquefois, j'ai la chance de voir un chamois ou un renard. T'entends les bois craquer, t'entends presque les petites fleurs pousser. En fait, tu prends le temps d'observer. T'es pas seulement là pour la performance ou le sport. Non. La performance, non. On oublie. On oublie. Il y en a qui montent le Ventoux à la recherche de performance. J'irai le plus vite. Je vais faire le plus de montées. J'ai un copain, il a passé les 1000 ascensions. Ouais. Bon, okay. Toi, tu prends le plus de plaisir. C'est son truc. Moi, j'aime monter, mais quand j'ai le bon feeling, quand j'ai envie. Et te poser au sommet et regarder, c'est quand même fascinant. Se poser au sommet, c'est pas toujours possible. Oui, à cause du vent. À cause du vent ou de la foule. Ah, il y a du monde l'été, beaucoup de monde. La bonne idée, c'est avril, début mai, octobre. C'est bien. Et l'été, tu vas à la plage. Et l'été, la nuit. Et puis, tu as le lever du soleil sur le Ventoux. Ah, ça, c'est un moment magique. Mais quand tu arrives en haut, tu prends le temps de te poser et de contempler. Voilà. Ouais. Parce que la plupart des gens, ils arrivent en haut, ils se reposent, boivent de l'eau et ils redescendent. Chacun vient chercher ce qu'il a envie de trouver. Mais quand on arrive dans cet endroit-là, on a quand même envie de passer un petit moment de contemplation. Je te cacherai pas que ma première ascension, qui était laborieuse au départ de saut, j'ai eu une petite larme à la hauteur de la stèle Simpson. Ouais. Normal. Et puis une grosse larme en arrivant en haut. Merci à toi, Pierre. Je te laisse tranquillement monter. Moi, je vais y aller à pied parce que j'ai envie aussi de cette solitude dont tu m'as parlé. Parce qu'en plus, la route étant fermée, on va être seul au monde. Eh ben allez, finis bonne bien. ascension. Allez, moi je remets le casque et je vais redescendre.
Alors voilà, j'arrive au sommet du Mont Ventoux, 1910 mètres d'altitude. Et puis cette fameuse tour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui marque quand même un signal fort au sommet de la montagne. 78 mètres de hauteur, c'est un émetteur de télévision. Le panorama est absolument époustouflant. Et si vous avez l'occasion de venir ici, à pied, en vélo ou même en voiture, eh bien profitez-en, c'est absolument incroyable. L'émission est terminée, on se retrouve, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux pour discuter avec l'équipe de Chroniques d'en haut. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Dès qu'il tombe 5 cm de neige, tout dans le sud, on ne sait pas faire. C'est ça. Ben alors, Pépère, qu'est-ce qu'il a? C'est ton chien de garde? Une feuille, oui. Une feuille? Donc il y avait une offrande. Alors, pardon. Tu carbures. Hein. Ah oui, je carbure, oui, c'est vrai. Qui c'est qui chante bêtement, là?